aujourd'hui, l'algorithme YouTube met en avant parfois des vidéos qui ont 100 vues. Moi, très souvent, j'ai des studio vlogs qui me sont suggérés d'illustratrices qui ont fait à peine 100 vues. Et je trouve ça trop bien. Du coup, souvent, je vais juste commenter pour les encourager et dire c'est trop bien, continue et tout. Alors que sur Instagram, c'est beaucoup plus dur, je trouve, lorsque tu n'as pas d'audience de base, de te retrouver dans le feed des autres personnes. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Illustration de podcast. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir à mon micro Louisa, plus connue sur la toile et notamment sur YouTube, plateforme sur laquelle elle a commencé à vlogger et à partager son quotidien d'illustratrice avant tout le monde sous le pseudo Ectomorph. Si vous ne connaissez pas Louisa, c'est une illustratrice et créatrice de contenu à l'univers très pop et coloré qui habite à Berlin depuis quelques années maintenant et qui adore nous partager ses créations, ses inspirations, son quotidien et également ses réflexions passionnantes sur notre métier et au-delà. Lorsque j'ai proposé cette interview à Louisa, elle était tout de suite partante et vraiment adorable et j'avoue que ça a été un plaisir pour moi de rencontrer une créatrice que je suis virtuellement depuis des années. J'ai adoré papoter avec elle et j'ai même eu l'impression que ça aurait pu durer bien plus longtemps, de vraies pipelettes. Et en parlant de pipelettes, je vais m'arrêter là et je vais vous laisser découvrir notre échange tranquillement. Bonne écoute. Coucou Louisa, comment vas-tu ? Bonjour, écoute, ça va bien et toi ? Très bien, je suis très contente de t'accueillir dans ce podcast puisque... parce que t'es quand même connue comme illustratrice. Tout le monde te connaît, je pense, parmi ma communauté. Alors, il y a peut-être 2-3 personnes qui te connaissent pas, surtout si elles arrivent tout juste dans le monde de l'illustration. Donc, pour commencer, est-ce que tu peux commencer par nous dire un petit peu ce que tu fais, nous parler de ton modèle économique, depuis combien de temps, tes études, etc. Ok, très bien. En vrai, je pense que peut-être que les gens qui me connaissent pas, peut-être sont moins sur les réseaux sociaux parce que c'est vrai que moi, j'ai 2 activités. Je fais de l'illustration et de la création de contenu. Donc, c'est vrai que je peux être... Soit les gens peuvent me connaître pour ma chaîne YouTube où je vais parler beaucoup d'art, mais des fois, je vais aller dans des sujets un petit peu plus lifestyle ou diversifiés. Ou effectivement sur mon Instagram où je vais peut-être plus publier de l'illustration. Mais du coup, je m'appelle Louisa, j'ai 29 ans et je suis illustratrice et créatrice de contenu en freelance depuis 8 ans. Donc, j'ai fait des études d'art. Alors, c'est quelque chose que je mentionne pas spécialement parce que ça a été... En fait, j'ai fait une fac et j'ai une licence d'art visuel, spécialisation design. Mais c'est vrai que c'était très, très, très global, en fait. On va dire qu'aujourd'hui, mon activité telle que je la fais, je mets pas ça par rapport à mes études. Non pas que je dis que ne pas faire d'études, ça t'ouvre les portes. Je pense que faire des études, c'est essentiel aussi. Mais d'un point de vue technique, c'est vraiment en faisant en fait que j'ai appris. Par exemple, j'ai appris le montage en faisant au fur et à mesure. Peut-être que toi aussi d'ailleurs faire la même. Ouais, non, enfin moi pour le coup j'ai appris à l'école, mais il y a plein d'autres trucs que j'ai appris vraiment sur le tas. C'est ça en fait. Par exemple, InDesign, tu vois, je l'ai appris sur le tas pour faire des e-books, des trucs comme ça. Enfin, oui, exact. Moi, c'est page. pareil. Je pense que j'ai peut-être appris justement cette discipline qui est très importante et aussi le fait de gagner en maturité lorsque tu fais des études. Mais ce que je fais aujourd'hui à l'heure actuelle, c'est pas grâce à mes études. C'est pour ça qu'en vrai, c'est pas quelque chose que je mentionne spécialement pour pas non plus biaiser les gens qui disent OK, je vais faire ces études comme ça après j'aurai le métier de Louisa. Donc oui, j'ai fait ma licence de design et en fait, moi j'ai toujours publié sur internet mes créations. J'ai toujours eu un attrait soit pour la photo, soit pour la vidéo, soit pour l'illustration. Et la première fois que j'ai publié une vidéo YouTube, c'était en 2009, je crois, ou même encore beaucoup plus avant. Et en fait, j'ai toujours aimé créer. Je me suis toujours intéressée au montage. Mais t'avais quel âge du coup? Parce que je vais pas faire les calculs. J'étais au collège du coup. Et je sais plus ce que c'était. Mais en fait, j'ai toujours fait, ou même du stop motion ou des choses comme ça. C'est toujours quelque chose qui m'a intéressée. T'avais quoi? T'avais 14 ans? Un truc comme ça? Oui, c'est un truc comme ça. Ouais, quand j'avais 14 ans. Mais du coup, non, la première, ça devait être même encore avant. Mais enfin bref, tout ça pour dire que j'ai toujours eu un attrait en fait pour Internet, pour le fait de partager et pour le fait de pouvoir communiquer avec d'autres personnes qui avaient la même passion. Et lorsque j'étais à la fac, j'ai ouvert ma chaîne YouTube où j'ai commencé à partager comment est-ce que je dessinais. Et à ce moment-là, en fait, je faisais des vidéos où je parlais pas. C'était juste des vidéos qui étaient filmées avec mon réflexe. À ce moment-là, je m'étais acheté un 50 mm qui permet d'avoir un flou d'arrière-plan. Donc, il y avait vraiment ces vidéos très poétiques. Je pense qu'on est tous passés par là. Ouais. Et c'est ce qui m'a permis, en fait, à ce moment-là, de gagner une petite audience parce qu'en France, il y avait personne, en fait, qui faisait ça
vraiment ce côté poétique, mais dans l'illustration. Donc, je montrais comment est-ce que je dessinais et à côté de ça, je filmais aussi juste des vidéos purement poétiques. Et ça a commencé un petit peu à fonctionner. À côté de ça, je publiais mes illustrations sur mon compte Instagram et j'ai commencé en fait à gagner une audience à ce moment-là. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai pas pensé monétiser mon audience, devenir influenceuse, illustratrice sur les réseaux comme on le fait, surtout parce que ça existait pas tant que ça. Ça existait sur YouTube à cette époque déjà ou pas encore? Ouais, il y en avait quelques-unes. Il y avait, je pense, à Fran Menezes, qui d'ailleurs m'a inspirée en fait, parce que j'étais tombée sur un de ses studio vlogs à ce moment-là, donc c'était il y a plus de 10 ans. Et mais il y avait vraiment, je pense que c'était peut-être une seule. Ouais, il y avait pas beaucoup de personnes. C'est vrai que ça fait partie des premières que j'ai vues aussi. Il y avait aussi une autre, je me souviens jamais, elle est très colorée et qui fait des illustrations. Elle a pas arrêté de changer de coupe de cheveux, alors ça va peut-être pas t'aider à trouver, mais moi je suis nulle en nom, c'est pour ça. Ouais. J'ai pas préparé en plus. Ah, peut-être Lee Erickson. C'est ça, exactement. Ouais, oui, ouais. Mais donc, ouais, en fait, je pense qu'elles, ce sont vraiment les premières. C'est peut-être elles qui ont donné aussi cette envie de s'intéresser, tu vois, au digital à travers l'illustration. Et donc, moi, je fais mes études. Mes études, elles me passionnent pas, mais en même temps, c'est pas compliqué. Donc, je fais un petit peu le strict minimum. Et dès que j'ai du temps libre, je vais faire des vidéos sur YouTube. À ce moment-là, c'est aussi le début des blogs. D'ailleurs, je crois que j'ai dû déjà tomber sur ton blog à l'époque. Et du coup, j'ai un blog où je montre comment je dessine, j'ai ma chaîne YouTube. Et à la fin de mes études, il y a Attends, tu parles bien de blog et pas de vlog? De blog, exactement, ouais. Ouais. Ok. Ouais, donc t'as aussi un blog sur lequel tu montres, tu partages quoi du coup, des images? Ouais, des illustrations, de la photo. Ouais, principalement ça, illustration, photo, les choses qui m'inspirent, des petits tutoriels sur comment faire de la photo. Parce qu'il y a aussi ce truc à ce moment-là sur Instagram, c'est que c'est assez nouveau de publier des médias qui viennent pas de ton téléphone. Donc moi, à côté de ça, je publie aussi mes photos que je fais, ce qui me permet aussi de me démarquer. Et puis plein de gens me posent la question, comment est-ce que tu fais pour utiliser l'appareil photo? Et donc, moi, lors de mes études, ce que je préfère, c'est ça en fait. C'est pas les projets que j'ai à faire pour mes études, les maquettes en papier, ce genre de choses, ça me passionne pas. Moi, c'est le montage, c'est faire des vidéos sur Internet. Et à la fin de mes études, il y a cette grosse question de qu'est-ce que je fais en fait. J'arrive, j'ai ma licence et ça m'intéresse pas en fait de travailler dans cette industrie telle quelle. Et je sais pas en fait vraiment ce que je veux faire. Donc, je me prends une année sabbatique où je fais de l'usine. Et je mets de l'argent de côté et je me dis, bon, je travaille, je sais que je vais envie de faire un truc. Et je pense qu'au fond de moi, un peu cette question de freelance est là. Mais c'est tellement abstrait que je vais pas me lancer. En plus, j'avais 20 ou 21 ans. C'est quand même quelque chose d'assez intense. Ouais, c'est jeune pour se lancer. Enfin, il y en a qui le font, mais c'est vrai que... Oui. Ben, surtout à ce moment-là, c'était pas aussi popularisé. Donc, je me serais vraiment lancée dans l'inconnu. Donc, je fais mon année d'usine. Je me lance un petit peu... je me dis, j'ai envie d'avoir 10 000 euros de côté. Du coup, je travaille intensément. J'ai mes 10 000 euros de côté et je me dis, bah, je vais faire un PVT en Australie. Donc, je pars en Australie. Je fais. Alors, PVT, du coup, c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Je sais plus ce que. C'est travail, vacances. Ouais, c'est un working holiday. Work holiday visa. Ok. Ouais. Donc, en fait, ça t'autorise à rester dans certains pays avec un visa qui te permet de travailler en fait sur place. Parce que il y a plein de pays où on peut pas rester plus que 3 mois si on a seulement un visa touristique. Donc moi, je fais mon PVT en Australie. L'Australie, ça n'a jamais été quelque chose qui m'a intéressée. Ça n'a pas été un rêve en fait pour moi de partir en Australie. C'est plus que j'entends quelqu'un de ma famille par là-bas et je me dis en vrai, j'ai cette somme, autant faire un truc fou avec, tu vois. Et donc je pars en Australie. Et en fait, en Australie, j'ai ce truc où je me dis pour la première fois de ma vie, j'ai du temps et j'ai d'argent de côté. Est-ce que ça serait pas le moment où je commence à me lancer en freelance? Et donc là, à ce moment-là, je commence à avoir mes premières missions de freelance. Et évidemment, c'est hyper complexe. Je suis à l'autre bout du monde. Voilà, 10 000 euros. J'ai aussi un petit peu voyagé à droite et à gauche. Au bout d'un moment, j'ai plus d'argent, donc je me remets à travailler. Et lorsque je me remets à travailler, c'était comme à l'usine, c'est un petit peu un job alimentaire. Et je me dis, est-ce que j'ai peut-être pas envie d'avoir enfin quelque chose que j'ai vraiment envie de faire? Mes études, je les ai un petit peu subies, avec plein de guillemets, c'était vraiment très chouette, mais c'est pas ce qui me passionnait plus profondément. L'usine, j'ai passé un bon moment là-bas, j'ai appris beaucoup de choses, mais c'est pas ce qui me passionnait. Et là, je me retrouve à faire à nouveau un travail alimentaire, et je me dis, je vais rentrer en France, je vais potentiellement suivre une formation
pour me professionnaliser. À ce moment, je pensais notamment au motion design. Et je vais chercher tout simplement un boulot en fait dans une boîte. Et lorsque je rentre en France, je suis contactée pour mon premier partenariat en illustration. Et c'est un peu ce truc où je me dis, bah, en fait, finalement, peut-être qu'on me donne une deuxième chance. J'ai un rendez-vous à ce moment-là avec, alors ça s'appelle plus Pôle Emploi maintenant, c'est France Travail, c'est ça, avec France Travail, où bah, j'explique un petit peu mon projet. Je dis, je sais pas trop ce que je veux faire, je vais faire une formation. Et la personne en fait me dit, bah, vous savez que vous pouvez toucher chômage et être auto-entrepreneur. Et donc je me dis, c'est un troisième signe. Et là, je me dis peut-être que là, j'ai toutes les conditions. Je suis en France, je suis bien posée. Je vais toucher le chômage pendant 1 an et je me lance en fait à ce moment-là en tant qu'illustratrice et créatrice de contenu. Et Je t'arrête juste 2 minutes parce qu'en fait, je connaissais pas ton début de parcours et tu sais qu'il ressemble énormément au mien. ah oui aussi, t'as voyagé? Ben, j'ai été en Australie. Ouais, c'est Et trop en marrant. fait, Ouais. j'ai été en Australie de 2009, enfin en 2009 pendant 6 mois. Mhm. Et pareil, moi j'ai travaillé dans le dessin animé. Et du Ouais. coup, je me rendais compte que ça me plaisait pas. J'étais dans une équipe et tout. Et du Mhm. coup, je suis partie en Australie pendant 6 mois. Et à ce moment-là, je me suis dit, je vais en profiter. Je vais profiter du chômage Oui. pour faire mon portfolio, etc., etc. Enfin, tu vois, pour comment dire, me reconvertir en illustratrice, quoi. Donc c'est Ouais, trop ouais. drôle, ces similitudes, quoi. Ah mais Mais, c'est marrant, mais en même temps, c'est une chance aussi, je trouve qu'on ait le chômage, hein, mine de rien, pour mais pouvoir se oui, lancer. ouais, Parce que on a vraiment cette problématique du temps. On a besoin du temps pour faire nos ouais. portfolios, pour démarcher. Et en fait, dans tous les cas, c'est soit t'as le temps, soit t'as l'argent. Et avec le chômage, t'as la possibilité T'as d'avoir les les deux, deux, en quoi. fait. Ouais, Ouais, ouais. c'est clair. C'est Et du coup, clair. ouais, c'est ce que je fais en fait pendant. Je crois que j'ai eu le chômage pendant 1 an ou 1 an et demi, et je me donne à fond en fait pour lancer bah, tout ce qui existe à l'heure actuelle, donc ma chaîne YouTube, la partie illustration, les différents réseaux sociaux, et bah évidemment les débuts étaient un peu compliqués, mais au bout d'un moment ça finit par porter ses fruits et Au début, tu te ouais. bases sur quel modèle économique, du coup? En fait, dès le départ, je fais illustration et création de contenu parce que j'ai mes premiers partenariats qui mélangent les deux en fait. Et tu fais plutôt boutique en ligne ou des Ah oui, commandes? j'ai aussi ma boutique en ligne. Ouais, je l'avais pas mentionné. J'avais aussi ma boutique en ligne et en fait, tout fait que, en fait, tout va faire que ça va fonctionner les uns par rapport aux autres. Je vais ouvrir ma chaîne YouTube à ce moment-là. Alors, j'avais déjà une chaîne YouTube avant, mais j'essaie d'en refaire une nouvelle. Ok. Et à ce moment-là, je commence à faire des studios vlogs, qui est un format qui n'existe pas trop en France, et ça me permet de me démarquer. Donc, dans mes studios vlogs, je dis, bah, je suis disponible en tant qu'illustratrice, donc j'ai des missions d'illustratrice. Étant donné que je fais des vues avec la vidéo, bah, j'ai une visibilité, donc les marques me contactent pour de l'influence. Et je parle de ma boutique en ligne, donc les gens achètent aussi sur ma boutique en ligne. Et donc, dès le départ, j'ai eu plusieurs sources de revenus. Et donc Ok. voilà, et maintenant, ça fait 8 ans que je fais cette activité, en fait. Trop bien. Ah oui, c'est marrant. Donc, tu as vraiment commencé les trois en même temps, quoi. Et c'était pas Oui, trop de trucs en même temps, justement, à gérer au départ? je pense pas tant que ça, dans le sens où j'ai toujours dessiné, j'ai toujours partagé sur Internet, donc j'avais déjà, tu vois, certaines illustrations qui étaient là. Par exemple, quand j'ai ouvert ma boutique en ligne, j'avais pas ce stress de devoir recréer des illustrations. J'ai juste pioché dans des choses que j'avais fait à côté de mes études, par exemple. Ok. Et j'ai déjà eu très tôt cette aisance, par exemple, pour créer des vidéos sur Internet. Je pouvais monter assez vite. Donc en vrai, ça allait. Après, j'ai pas tout fait tous les trois en même temps. J'avais par exemple les premiers mois, je me suis consacrée à l'une ou une autre. Et après, bah, progressivement, j'ai réussi à allier les trois. J'ai l'impression que c'était plus simple à l'époque que maintenant. Maintenant, j'ai l'impression que je n'arrive à plus du tout gérer. Peut-être qu'on se met plus la pression. Il y a aussi, je pense, au niveau Ouais. des réseaux sociaux, le niveau a augmenté Ah ouais. énormément. Ça prend plus de temps. Tout prend plus de temps, j'ai l'impression. Oui, oui, je suis d'accord. Ouais. Alors moi, pour le coup, je te connais depuis que je me suis intéressée à YouTube, mais alors vraiment sur le tard, c'est-à-dire Ouais. vers 2020-2021. Jusque-là, je connaissais pas du tout le monde de YouTube, quoi. J'ai vraiment découvert à ce moment-là. Et donc, tu fais partie vraiment des premières illustratrices que j'ai découvert sur la plateforme. Toi et Lana Songe sont vraiment les deux Oui. Françaises qui sont ressorties en premier. J'aime trop son travail en plus. Ouais, elle a un univers vraiment en plus de ça enfin, moi je l'ai suivi un peu au début et du coup, bah c'est cohérent. Enfin, désolée pour ce bruit. C'est hyper cohérent et ouais, c'est complètement. Enfin voilà, tout le monde a son univers, c'est ça qui est intéressant. Euh, et du coup, comme ça fait quand même quelques années que je te suis, j'ai pas pu m'empêcher de remarquer un tournant. Aussi bien un tournant artistique dans ton style, mais aussi dans ta communication, dans les sujets que tu abordes. Ouais. Euh,
Et moi, enfin, en tout cas, pour le moment, je voulais parler surtout du point de vue artistique au niveau de ton style. De l'extérieur, moi, j'ai eu l'impression que ce tournant, il s'est fait hyper rapidement, puisqu'avant, tu avais plutôt un style figuratif, dessiner Ouais, un peu des visages, etc. Maintenant, je dirais que tu as un style un peu plus naïf, pop et coloré. ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, de ce virage artistique? Ouais, moi, au début, c'est vrai que je suis en train de réfléchir, ouais, dans la grosse globalité, je dessinais beaucoup en noir et blanc au début. Lorsque j'ai commencé à travailler sur la tablette graphique, du coup, j'étais en troisième, j'avais 14 ans. Donc, ouais, c'était dans les années 2010. J'ai commencé à dessiner vachement coloré à ce moment-là parce que c'était le moment où moi, je suivais par exemple beaucoup Mika. J'adorais vraiment Mika. J'adorais tout ce qui était... Je connais pas, je crois pas. Mika? ouais, je pense que tu connais. C'est Peut-être. ouais, c'est un chanteur enfin, Ah, allez. Mika, Oui, pardon. Mika, oui, oui, oui. Ah Oui, 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 du coup, je ouais. connais. Je Oui, crois que oui. tu pensais à un illustrateur. Non, non, c'était pas du tout, ouais, pas Ok. du tout. En fait, moi, Oui, là, mais effectivement, il a tout son oui, univers hyper pop. Ok, exact. je vois. En fait, moi, à la base, j'ai été inspirée, enfin, ce qui m'inspirait à la base en illustration, c'était la musique, en fait. Moi, vraiment, enfin, j'en ai déjà parlé en troisième, je suis très fan de Mika pour tout cet univers coloré. Et en même temps, je découvre la musique électronique et je découvre, en fait, le label Headbanger, où il y a énormément de DJ francophones. Et en fait, je découvre toute la DA qui est faite autour, qui est une DA hyper colorée, maximaliste. Donc, c'est assez rigolo parce qu'au départ, mes inspirations, c'était ça. Et pourtant, progressivement, je me suis tournée vers un style beaucoup plus sobre dans le sens où c'était plus que du noir et blanc, ce qui ressemblait beaucoup à des tatouages en fait. Je dessinais principalement qu'au feutre avec des lignes très fines. Et après, lorsque je travaillais à nouveau avec la tablette graphique, c'était toujours avec des lignes fines. Et je pense juste que je suis arrivée en fait à un stade où je me suis ennuyée, tout simplement, et je me suis dit j'ai envie de tester autre chose. Et c'était aussi pendant le confinement, et je me suis dit je sais pas pourquoi, je sais pas, j'ai envie de tester autre chose. Et je pense aussi que je me suis beaucoup mis cette pression des réseaux sociaux parce que la plupart des gens me suivaient à ce moment-là pour ce style graphique. Et peut-être que si je n'étais pas sur les réseaux, je me serais juste dit bon bah je Let's sors go. voilà ma Ouais. palette de couleurs et je dessine. Mais sur les réseaux, c'était j'en ai fait une vidéo, j'ai dû faire une annonce. Enfin, c'était un truc. Ah bah c'est pour ça que je l'ai. Ouais, j'ai dû Oui, voir ça alors. Mm. exact. J'avais donné une telle importance à ça, alors qu'en soi, on peut tester ce qu'on veut en fait. Eh oui. On peut tester plein de choses. Et en fait, ouais, il y a pas vraiment de signification plutôt plus profonde ou ce genre de choses. C'est juste que je me suis ennuyée. Je me suis dit, j'ai envie de tester d'autres choses. Et j'ai testé la couleur et ça m'a beaucoup plu. Et après ça, j'ai une période où j'ai fait beaucoup de portraits. Et puis au bout d'un moment, bah pareil, voilà, je m'ennuyais et je pense qu'aujourd'hui encore, je suis pas forcément constante dans mon style graphique, dans le sens où j'aime bien expérimenter d'autres choses. Il y a une base qui est là, des couleurs saturées, il y a beaucoup de formes géométriques, mais il y a quand même, on va le voir tous les 6 mois, il y a quand même une petite différence à chaque fois, parce Alors, que pour le ouais, coup, moi, j'ai surtout vu parce que comme je te dis, je t'ai connu vraiment sur le tard, donc j'ai pas ouais, connu la période noir et blanc. J'ai connu la période, effectivement, au trait, où tu dessinais des personnages avec des formes, etc. exact, ouais, Et après, j'ai vu, pour moi, la période un peu d'aujourd'hui. Moi, j'ai pas trop vu la différence. Peut-être que toi, tu vois la ouais, différence entre il y a 6 mois ou il y a un an. Mais pour moi, il y a vraiment eu cette différence, comme je te disais, un peu figurative, semi-réaliste, je dirais. Et là, aujourd'hui, où c'est quand même figuratif, mais vachement arty, enfin, je sais pas comment dire, pop, enfin oui, voilà, avec des formes, des aplats, etc. exact, Et ouais. ouais. Et du coup, moi, c'est vraiment les deux phases que j'ai vues, quoi. Et, Oui, je pense aussi parce que et c'était j'aime aussi beaucoup la dernière phase. Pas ah cette phase, merci. ouais. Mais je pense aussi parce que c'était pendant le premier confinement et tout le monde était sur son ordinateur. Donc, tout le monde, je pense, a aussi consommé à ce moment-là ma chaîne YouTube. Et moi, je me souviens pendant les premiers confinements, mes statistiques étaient absolument incroyables. Ah ouais. Je pense que j'avais aussi ce stress de me dire, OK, enfin, par exemple, je repense, il y a un studio vlog que j'ai publié pendant le confinement, il faisait 40 000 vues. Aujourd'hui, enfin, c'est très C'est rare que je fou. fasse 40 000 vues sur ma chaîne YouTube. Donc, je pense que j'ai vraiment eu ce truc où je suis arrivée avec mon petit carnet, je veux dire aux gens, j'ai envie de tester autre chose, j'ai plus envie de dessiner de façon figurative, en fait, j'ai envie de faire de l'abstrait. Et ouais, en vrai, il n'y a pas vraiment d'explication, je pense juste que je me suis ennuyée à un moment et j'ai eu envie de tester autre chose. Et ça s'est fait de cette façon. Et puis surtout, je pense que j'ai toujours, et aujourd'hui encore, j'ai une vraie admiration pour les gens qui arrivent à dessiner de façon naïve. Je trouve ça très dur en tant qu'adulte
de se dire aujourd'hui, je vais dessiner de façon, alors je mets plein de guillemets, moche, ou dessiner Ouais, comme un enfant. Et c'est un d'accord. exercice qui est extrêmement dur. Ouais. Dessiner un portrait, en soi, bah, c'est technique, c'est pas évident, mais on peut apprendre et il y a des règles en fait à respecter. Mais vraiment, ce truc de se dire, ok, dessine un... Moi, c'est des fois un exercice que je fais où je me dis, aujourd'hui, je dessine un cheval comme si j'ai 5 ans avec des crayons gras. Et c'est très, très dur en fait. Et je pense qu'il y a eu Ouais. aussi de ça, retrouver un peu cette naïveté en fait. C'est carrément, et c'est peut-être pour ça, moi, que j'admire autant, au final, moi, j'aime beaucoup, alors il y a plein de trucs, j'aime plein de trucs, mais j'aime beaucoup ceux qui arrivent en trois coups de crayon à faire un truc qui est, je sais pas, qui a de la vie, qui est nerveux, qui est, Oui, j'adore, et pourtant, c'est pas du tout ce que je fais, quoi. C'est justement parce que moi, je suis pas du tout spontanée dans ma créative, oui, oui, je et je comprends. suis d'accord avec toi en fait. Le dessin, ça s'apprend et à force de pratique, tu arrives à bien dessiner. Mhm. Mais au contraire, apprendre à montrer quelque chose et à sortir, produire quelque chose et tout déconstruire en fait, parce que j'imagine Oui, que les personnes qui font ça, en fait, elles savent dessiner. exact, oui. C'est hyper fort quoi. C'est hyper fort et je pense que ça demande un lâcher prise de fou. Oui, mais c'est ça, ouais, ouais, au final, vraiment déconstruire tout ce qu'on nous a dit pendant des années en fait. Et même peut-être braver l'imaginaire collectif qui est quelqu'un qui sait bien dessiner, c'est quelqu'un qui dessine de Oui, façon mais figurative oui, en fait. carrément. Ouais, comme quoi. Et pourtant, ça touche autant, enfin même plus parfois, parce que Oui, justement, ça évoque autre chose que de la exact, perfection. oui. Enfin voilà. Ouais, c'est marrant. Je crois que tu avais dit dans ta bio que les personnes créatives de ton entourage t'inspiraient. Ouais, Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se traduit dans ce que tu crées? je pense que en fait, j'ai un peu, alors, je n'ai toujours pas compris comment ça fonctionne introverti, extraverti, mais je pense que je suis ce type de personne qui a besoin de voir du monde. Et lorsque je parle de personnes créatives, ça peut être des personnes très proches qui vont dessiner, qui vont, par exemple, dans ma famille, tout le monde est plus ou moins créatif à son échelle, en fait. Tout comme ça peut être juste aller dans des endroits créatifs avec des personnes qui ne le sont pas forcément. En fait, moi, j'ai vraiment ce truc où j'aime bien être entourée, j'aime bien avoir du monde. Et je pense que c'est là où je prends un maximum d'énergie. Et après, j'adore avoir mes soirées solo où je suis toute seule justement à dessiner. Et c'est vraiment ça, en fait, que je veux retranscrire. Et je pense je pense qu'on est toutes et tous créatifs d'une certaine façon. Moi, je sais pas, je pense par exemple à mes sœurs. J'ai une de mes sœurs, par exemple, qui est pâtissière. Et pour moi, ça, c'est une forme de Ah créativité. oui? Donc, être entourée de gens comme ça, par exemple, c'est là où je vais potentiellement piocher de l'inspiration. Ou comme je le mentionnais avant, moi vraiment ce qui m'a mis un pied dans l'illustration, ça a été par exemple la musique électronique. Donc c'est vrai que par exemple j'aime bien sortir, j'écoute bien écouter de la musique. Et il y a ce truc où il y a plein de gens autour, tout le monde est habillé différemment. Et c'est pas des gens en soi qui sont créatifs, qui vont dessiner à la fin de la journée, mais c'est ce mélange en fait de gens. Et je prends toutes mes énergies et après je dessine et dans le calme on va dire. Et du coup, est-ce que le fait d'habiter à Berlin, parce que tout le monde le sait pas, mais peut-être, Ouais. mais tu habites à Berlin, est-ce que tu penses que ça a participé aussi à cette évolution dans ton style est-ce que ça alimente ta créativité aussi? Je pense que ce qui m'aide peut-être beaucoup à Berlin, c'est peut-être une ouverture d'esprit qui est différente. Après, j'ai jamais vécu dans une autre capitale, donc c'est pas comparable. Mais c'est vrai qu'ici, il y a quand même une liberté dans qui est-ce qu'on peut être, et il y a une liberté dans le look, dans le corps. Et je pense que ça fait que bah, potentiellement, je vais peut-être voir des gens lorsque je vais me promener qui vont avoir cette confiance de s'habiller différemment. Je vais rencontrer des chemins de vie, enfin des personnes qui ont des chemins de vie qui sont quand même atypiques. Et tout ça va faire que oui, inconsciemment, ça va participer à mon inspiration, même si je suis pas le genre de personne et je suis trop admirative des personnes qui peuvent se poser, qui peuvent dessiner les gens devant eux, ou des personnes qui peuvent retranscrire une histoire de vie. Moi, je peux pas dessiner comme ça sur le vif, mais c'est peut-être quelque chose, juste une énergie en fait que les gens vont apporter. Et il y a beaucoup d'énergies différentes. Bah, je pense très certainement parce que je vis dans une capitale et aussi parce que c'est une capitale qui a quand même un historique assez Passé, ouais. particulier. Et donc ouais, effectivement, bah, ça m'inspire beaucoup et je me sens peut-être aussi plus libre dans ma création d'une certaine façon.
Et alors, on a parlé de ton tournant artistique, mais je te disais tout à l'heure que je voulais aussi parler de ton tournant en termes de ta communication. Ouais, J'ai vu une de tes vidéos il y a quelques temps où tu expliquais que tu avais peut-être regretté certaines choses que tu avais, enfin, la façon dont tu avais peut-être tourné certaines choses et que tu le referais plus de la même façon ouais. maintenant. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça et est-ce que tu penses que ça vient du fait que tu aies grandi, enfin, que tu Ouais, évolué complètement, en tant ouais. qu'artiste aussi? Mhm. Complètement. En fait, le truc, c'est que moi, comme je disais, j'ai fait des vidéos YouTube depuis longtemps, mais c'est vrai qu'avant, j'ai jamais vraiment trop partagé ma vie. Au tout début, lorsque j'ai comment je dessinais, même mon visage, je le montrais assez peu en fait. Et en fait, progressivement, lorsque j'ai créé ma nouvelle chaîne YouTube, du coup, c'est en 2018. C'était pile un an après que j'ai créé mon statut d'auto-entrepreneur, enfin d'e-micro-entrepreneur maintenant. Et j'étais dans ce truc où je me suis dit, j'ai envie de documenter ça. Parce qu'il y avait quasiment personne, en fait. Et en France, il y avait aucune artiste qui avait documenté vraiment son parcours entrepreneurial. Et moi, j'avais vraiment envie d'aborder ces questions entrepreneuriales parce que je me suis dit, j'ai pas ça, donc peut-être que je peux donner des conseils aux gens et peut-être que aussi les gens peuvent me donner des conseils. J'attendais surtout ça parce que je me retrouvais finalement très très seule. Et donc, je pense que depuis 2018, j'ai partagé énormément de ma vie, même si je mettais toujours plus ou moins une forme de limite, parce que derrière, tu as le montage, parce que tu décides de montrer ce que tu veux. Et effectivement, il y a eu des périodes où peut-être que il y avait des choses, enfin, c'est pas peut-être, je sais très bien, il y avait des choses dans le personnel qui ont eu une influence sur qui j'étais, sur la façon dont je crée, sur le travail, et qui ont fait que peut-être j'ai partagé certaines informations à ce moment-là, où je me dis j'aurais peut-être fait différemment. Je sais que ma première année, lorsque je suis arrivée à Berlin, du coup c'était il y a 3 ans, j'étais très perdue en fait au final dans qui j'étais, ce que je voulais faire, parce que c'était un petit peu un moment charnier de ma vie. J'étais sortie d'une très longue relation, j'avais quitté la France, et c'était une période où je pense que je suis partie dans tous les sens. J'ai vraiment la sensation que j'ai fait ma crise d'adolescence à 27 ans, du coup. Et pareil, c'est des choses que, avec du recul, j'aurais peut-être pas voulu documenter. Je documentais beaucoup, beaucoup trop, je pense, de personnel, tout simplement parce que j'étais perdue moi-même et peut-être que j'avais créé une sorte de relation parasociale avec les gens sur Internet. Et maintenant, que je me suis assagie, que j'ai peut-être justement gagné en maturité, il y a des choses où je me dis, ouais, je le ferais différemment. Mais ça, pareil, je pense que c'est une question aussi de maturité, en fait. Et c'est pas évident, en vrai, de partager sa vie sur Internet. Et faut beaucoup se protéger. Et ça, j'en parle souvent dans mes vidéos en disant aux gens, vous n'êtes pas obligé de tout montrer. Et c'est pas parce que vous montrez un truc que vous montrez l'ensemble. Mais c'est vrai que des fois, il faut aussi faire ses choix de qu'est-ce que je montre et qu'est-ce que je montre pas, en fait. Et moi, je sais que, par exemple, à une époque, ou même avant même que j'arrive à Berlin, par exemple, pendant le premier confinement, c'était une période où j'étais très seule. Et ce que je faisais, c'est que je parlais vraiment sur Internet comme à des copines, en fait. Parce que tu t'en rends pas compte, tu te rends pas compte de qui sont les gens derrière. Et je pouvais vraiment avoir des discussions où, tu sais, j'allais parler de contraception, j'allais, enfin, vraiment parler de choses profondément personnelles. Et en fait, tu te dis non, enfin, c'est pas, je sais très bien si des gens le font et il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Et moi, j'aime bien aussi avoir un peu cette relation parasociale avec les créateurs de contenu que je suis. Mais aujourd'hui, moi, c'est plus ce que je veux. Je veux retrouver un petit peu cette vie que j'ai donnée aux gens, en fait, sur Internet. Ok, ouais, ouais, t'as vraiment envie de mettre une barrière. T'as l'impression de pas l'avoir mis assez, de pas avoir mis le curseur au bon endroit. Je Enfin, pense que ça dépend des périodes. J'ai quand même toujours fait très attention. Par exemple, j'ai jamais vraiment partagé ma famille. Les gens qui souhaitaient pas, par exemple, les filmer, je les ai jamais partagés. J'ai jamais parlé de mes relations. J'ai jamais parlé d'amour, ce genre de choses qui sont pour moi quand même relativement personnelles. Et d'ailleurs, on me pose très souvent la question, je pense parce que, forcément, ça inspire ouais, les les gens. gens ont envie de savoir. Oui, les gens ont envie de savoir. À chaque fois, dès que je fais une FAQ, c'est en mode, est-ce que t'es en couple? C'est qui ton copain? T'as rencontré comment? Et je me dis, ça n'a pas sa place dans cet espace. Donc, Mm. effectivement, j'ai toujours réussi à mettre des limites par rapport à ça. Plein de limites aussi par rapport à des passe-temps que j'ai à côté. Mais c'est vrai que peut-être dans l'émotionnel, des fois, il y a certaines choses que j'ai pu dire sur le moment où je me disais, tiens, je me sens en sécurité pour partager ça. Et en fait, lorsque tu prends du recul, et moi, c'est surtout ça, en fait, je prends mon recul parfois où je vais par exemple chez des amis, ils vont ouvrir le feed YouTube et il y avoir ma vidéo qui est là. Et le fait de voir, tu sais, ma vidéo dans Oui, un contexte qui chez n'est tes pas mon amis. ordi, oui, Non, qui n'est pas chez toi, c'est là que tu réalises en fait, ouais, en fait, n'importe qui a accès à ça.
Et c'est là que tu te rends compte que cette info que tu t'es dit, bah si, je vous raconte ça, c'est trop mimi. En fait, non, tout le monde vraiment y a accès. Je vais couper ma boîte mail. Ah, c'est ça qu'on entendait. Ouais, Moi, je te rassure, en fait, de l'extérieur, j'ai jamais trouvé que tu partageais trop. Enfin, tu vois, toujours trouvé que c'était correct. Enfin, tu vois, ça m'a pas. Je me suis pas dit, c'est trop d'informations. oui. Je trouvais justement que tu mettais le curseur quand même au bon endroit. Enfin, voilà, pour te protéger. Et puis, t'en parles aussi souvent dans tes vidéos aussi. Mais ça, c'est vachement vrai ce que tu dis. Des fois, on a envie de, parce qu'on surtout quand on a commencé à avoir une communauté, on se dit bon bah voilà, je sais que ma communauté est bienveillante par exemple, et donc tu vas oser dire des trucs. Et moi ça m'avait fait pareil, mais avec mon podcast, tu vois, genre je balance mes épisodes, je les réécoute jamais. Enfin tu vois, je fais le montage, mais je les réécoute jamais. Et puis au parc à chiens, il y a quelqu'un qui m'a dit ah bah j'ai écouté tes épisodes de podcast, j'étais ah oui, ça devient réel, quand ça devient, tu vois, quelqu'un qui est près de toi, qui écoute ton contenu, t'es là, oh, t'as écouté ça, c'est cringe, enfin, tu sais, genre, je suis pas à l'aise. T'es pas la cible, en fait. Pourquoi t'écoutes ça? Oui. Et ouais, c'est vrai que, bon, moi, j'ai aucune chance que mes potes écoutent mon podcast, ça, c'est à peu près sûr. Même mes vidéos YouTube. Mais ouais, je comprends. Ce truc, c'est un truc que tu l'as fait, il y a des chances que tu le regardes plus jamais, puisque, bah, t'as fait le montage, mais après, tu passes à autre chose, quoi. Ouais. Et en fait, ça reste sur Internet, quoi. C'est ça, exact. Et je pense d'autant plus dans ton cas, moi, tu sais, j'ai la vidéo aussi, donc il y a peut-être encore plus un filtre, mais je pense que, par exemple, là, quand tu fais un podcast, t'as que la voix. Donc, c'est peut-être encore plus dans ce truc où tu te dis, je peux plus raconter parce que je me montre pas physiquement, peut-être. Peut-être. Et en même temps, du coup, moi, je voyais ça dans le truc dans l'autre sens. Je me dis, quand il y a de la vidéo, en plus, tu vois la vidéo. Enfin, tu vois, il y a deux. Ouais, bon, dans tous les cas, il faut faire attention un minimum à ce qu'on dit. Et il y avait une vidéo où tu avais expliqué très bien que de pas montrer ben les endroits à côté de chez toi parce que tu peux avoir des fous qui remontent toutes ces infos là et tout. Moi perso j'ai jamais eu de problème, et c'est vrai que des fois je filme un peu à ma fenêtre et tout, et j'essaye de pas trop montrer les magasins, tu sais, du coup. Mais ouais, c'est vrai qu'il faut faire attention quand même, on sait jamais quoi. Mais en fait, il faut faire attention parce que on entend des histoires et à chaque fois on se dit bah tiens, c'est peut-être un cas isolé, c'est peut-être en fait, il y a vraiment des histoires complètement dingues en fait des fois qu'on entend de créateurs de contenu par exemple aux États-Unis, et on se dit c'est aux États-Unis, du coup ça nous arrive pas, mais en fait, c'est horrible, il suffit de tomber une fois sur une mauvaise personne en fait, et c'est très simple en fait de retrouver quelqu'un. Et je crois que je sais plus si tu l'as mentionné un jour dans une vidéo. Un jour, je regardais le vlog pareil d'une créatrice de contenu. Et en fait, elle passe devant un café. Et je me suis dit, je vais faire cette recherche. J'ai tapé le café sur Internet et j'ai reconnu en fait son immeuble. Et je me suis dit, ça m'a pris 5 minutes. Et moi, je suis une personne bienveillante, je m'en fiche. Et c'est là que je me suis dit, une personne malveillante bah, peut faire exactement la même recherche que moi. Et d'ailleurs, il y a une super vidéo. Je sais plus comment elle s'appelle, la créatrice de contenu. Je sais pas si tu mets des liens à la fin, mais je pourrais te le suggérer. Carrément. Ouais, qui explique comment est-ce que c'est simple, grâce à une vidéo YouTube, de retrouver quelqu'un, en fait. Okay. Et moi, je dis très souvent aussi qu'être une femme sur Internet, c'est s'exposer plus qu'un homme, et qu'on est peut-être beaucoup plus en danger. Donc, il faut aussi vraiment se protéger. Moi, je fais vraiment attention par rapport à ça. Lorsque, par exemple, je vais partager des screens Google Maps d'un restaurant où je suis allée, je vais toujours enlever combien de temps ça me prend depuis la destination. Lorsque je suis dans un café, je vais pas publier la story au moment même. Et peut-être que c'est trop, mais non, en vrai, c'est pas raison. Il faut vraiment faire attention. Après, effectivement, oui, dans mes vidéos, tu comprends dans quel quartier je vis, mais le quartier fait littéralement la taille d'une ville, donc ça va, tu vois. Mais faut vraiment faire attention, je pense. Alors, je voulais toujours te parler de créativité, d'inspiration. Est-ce qu'il t'arrive d'avoir des pannes d'inspiration, d'être bloqué? Et si oui, bah, comment tu fais? Oui, est-ce que tu as des astuces? Oui. Ça m'arrive souvent, et l'astuce première que je dirais aux gens, c'est accepter que notre cerveau a besoin de pause. C'est le plus dur, mais très souvent, lorsqu'on a une panne d'inspiration, c'est le cerveau qui dit juste, là, enfin, moi, je pense vraiment que le cerveau, c'est un muscle, comme quand tu vas faire trop de sport, au bout d'un moment, ton corps ne peut plus faire. Bah, je pense qu'en fait, c'est pareil. Et c'est la chose la plus dure. Et moi, la première, des fois, je me dis, j'ai trop envie de dessiner, et ça fait 3 heures que je suis sur l'iPad et tout est moche. Et je me dis, je vais réessayer, et ça marche pas. Et en fait, généralement, de toutes les expériences que j'ai toujours vues, j'arrête. Et en fait, dans les 24 voire 48 heures, ça revient, en fait. Et je pense que c'est ça. Il faut
Ouais. Déjà accepter que on a des moments où ça va pas, qu'il y a des moments où on ne pourra pas créer dans tous les cas. Et sinon, après par la suite, je pense que ça dépend beaucoup de ce qu'on consomme. Moi, j'évite d'aller trop sur les réseaux sociaux en ce moment. Alors, je suis toujours un petit peu dessus, mais c'est plus sur des périodes aussi longues. Là, par exemple, tu m'as envoyé un DM avant, c'est parce que j'ai débloqué l'application pendant 15 minutes, par exemple. Parce Est-ce que que tu as l'application Opal? j'ai Opal, Ah, exactement. Oui, oui. Et ça m'aide tellement, oui. je viens de l'installer. C'est trop bien. Et en vrai, ça m'aide trop. Et je pense que c'est hyper important parce que on s'est juste habitué à consommer des centaines, voire des milliers d'images tous les jours. Et je pense que ça fait un trop plein, en fait, dans l'esprit au bout d'un moment et que ça nous bloque aussi. Et moins on va sur les réseaux sociaux, mieux on va pouvoir créer, en fait. Et moi, je pense que c'est vraiment ça, le conseil que je peux donner. Et généralement, en fait, quand j'ai des pannes d'inspiration, c'est souvent dans un domaine en fait. C'est pas tous les domaines en soi. Par exemple, quand je sais pas quoi dessiner, je suis toujours inspirée pour faire une vidéo YouTube ou parfois quand je suis moins inspirée, je me dis tiens, j'ai par contre de l'énergie pour faire de l'illustration ou peut-être tout simplement pour faire quelque chose de différent. Pourquoi pas tester, je sais pas moi, de l'argile autodurcissante ou des fois je fais des perles. C'est pas que ton cerveau est cassé à 100%. C'est juste peut-être que tu as un intérêt pour un autre centre d'intérêt à ce moment-là en fait. Ah ouais, ouais, je crois que tu en avais déjà parlé de ça aussi, je me rappelle de ce sujet. Et c'est vrai que c'est intéressant de se dire, en fait, c'est pas ta créativité, c'est pas toi qui es devenu complètement pas créatif, c'est Oui, juste que ce pôle-là, actuellement, bah, laisse-le reposer, il va se recharger, peut-être, en énergie, oui, puis oui, c'est ça, exact. peut faire autre chose en attendant, c'est intéressant. Par rapport au style, parce que c'est des questions qui me reviennent beaucoup, et je pense que quand on débute, mais même quand on débute pas d'ailleurs, c'est difficile, je trouve, de trouver son style. Bah d'ailleurs, on en a un petit peu parlé, toi, t'as mis un peu, enfin, t'as changé en fait au cours de ton parcours de style. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui cherche un style reconnaissable, son style signature entre guillemets? Je pense, c'est très frustrant ce que je vais dire, mais je pense qu'il faut pas se forcer. Dans le sens où moi, le nombre de fois où j'ai ouvert mon carnet, je me suis dit aujourd'hui, je trouve mon style graphique. Et en fait, malheureusement, ça marche pas comme ça. C'est juste, il va falloir dessiner, dessiner, dessiner. Et à un moment, on va trouver que peut-être il y aura une façon de dessiner avec laquelle on sera plus à l'aise ou avec laquelle on sera peut-être plus fier en fait du résultat. Et ça, c'est des choses qui peuvent prendre des semaines, voire des mois. Et moi, je sais que là, sur les derniers mois, j'ai quand même la sensation que mon style s'est un petit peu plus défini, mais parce que derrière, j'ai dessiné pendant super longtemps, parce que même l'année dernière, je me suis permis aussi de tester d'autres choses. J'ai fait du collage, je me suis remise un petit peu à la peinture, et c'était très chouette, mais c'est pas que je suis pas fière de ne pas avoir fait ça, et c'était nécessaire dans la construction de mon style, mais il faut juste se permettre de faire des choses et d'être patient. Et surtout pas, enfin vraiment pas se dire aujourd'hui je trouve mon style graphique parce que ça marche pas comme ça en fait. C'est plus on va dessiner, plus on risque de trouver ce vers quoi on veut aller et aussi se permettre de louper ces illustrations. Ça, je sais que c'est un blocage et moi aussi très souvent j'ai ce blocage de me dire j'ose pas me lancer parce que j'ai peur de me rater. Et en fait, même si tu passes 2 heures sur une illustration et qu'elle est ratée, tu ne perds pas quelque chose. Tu as appris quelque chose pendant ces 2 heures. Et pour moi, ça, c'est le meilleur conseil. C'est juste pratiquer et oser se louper et être patient, en fait. Ouais, j'allais dire ne pas avoir peur des déchets Exact, ouais. et aussi ne pas se dire qu'il faut tout montrer forcément et donc tout Oui, doit être parfait, bien fait, etc. exactement, ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de choses justement qu'on ne doit pas montrer parce que bah, c'est des tests en fait. Et je pense Oui, qu'avant de trouver son style, il faut tester plein de choses. Et c'est vrai que quand on voit certains illustrateurs qui ont l'air d'avoir trouvé leur style, tu te dis mais jamais ils font des ratés, jamais ils font. En oui, c'est fait, ça, oui. on n'en sait rien finalement. Ils montrent pas forcément. Voilà. Donc faut aussi se dire que c'est pas enfin que c'est un processus et que voilà et que ça prend du temps. Oui, c'est ça, ça prend du temps. Et pareil, enfin, je reviens même par rapport à ces questions aussi de panne d'inspiration, pas non plus surconsommer, en fait. Non Euh, mais ouais. c'est intéressant. Moi, j'aime bien parfois quand j'ai par exemple des styles que j'aime bien ou qu'il y a certaines illustrations, je me demande comment la personne a fait. J'aime bien prendre l'illustration, la mettre à côté ou même décalquer pour essayer de comprendre un petit peu. Mais vraiment dans ce truc d'apprentissage. Mais en même temps, il faut pas non plus que tu aies 18 millions de photos devant toi, sinon bah ça va Trop faire un d'infos peu quoi. plein en fait. Ouais. Ouais carrément.
Moi, j'ai remarqué que les moments où j'étais le plus créatif, ça allait être, tu sais, par exemple, les fêtes de fin d'année où, en fait, enfin, tu sais, on fait des pauses avec les réseaux sociaux parce qu'on est en Ouais. famille ou quoi. Et en Mhm. fait, c'est là où, hop, ça se Oui, recharge et t'as envie de faire plein de trucs je suis d'accord. ouais. Donc, c'est bien la preuve que les réseaux sociaux, ça peut aussi, nous casser, en fait, dans cet élan de créativité. Donc, faut faire Ouais. attention à ça. Même si on a l'impression que c'est plein d'inspiration et je pense que c'est important, l'inspiration Bien sûr, de ouais. comment dire, humer l'herbe du temps entre guillemets pour voir un petit peu ce qui se fait, mais ça a ses limites quoi. Faut faire attention aussi à pas être trop influencé, trop ouais, je suis Ouais, je pense d'accord. que c'est comme tout. C'est en fait en soi, et ça j'en parle très souvent en fait dans mes vidéos de cette addiction aux réseaux sociaux parce qu'on l'a toutes et tous. Et moi, je pense que c'est vraiment une drogue en fait. Ouais, Et, complètement. et je pense que c'est comme tout en fait, c'est en modération. Enfin vraiment, cette phrase, elle sonne vraiment de prenez de la drogue en modération. C'est absolument pas ce que je veux dire. Mais c'est vraiment ce truc de, c'est quelque chose qui est mauvais à trop dose en fait. Et c'est pour ça les réseaux, c'est très compliqué, mais dans l'idéal, je pense qu'on devrait tous passer pas plus qu'une heure dans la journée. Mais dans la théorie, enfin dans la pratique, pardon, c'est beaucoup plus compliqué parce que on est dans les réseaux, on est dans les transports en commun, on se lève le matin, on va faire ça. Et à partir du moment où tu déconstruis vraiment ce réflexe d'ouvrir ton téléphone, d'aller sur Instagram, c'est là où tu te connectes peut-être même plus à l'extérieur aussi. Tu vas regarder les choses autour de toi. Mm. Et c'est ça en fait qui va t'inspirer tout simplement. Moi, j'essaye depuis l'an dernier de jamais regarder les réseaux sociaux, enfin de mon téléphone quand je Ouais, marche, tu vois. En fait, oui. de faire que quand je suis posée. Du Mhm. coup, en fait, c'était une copine qui me disait qu'elle faisait ça pour arrêter de fumer. Moi, je me suis dit, Ouais. ah, je vais le prendre pour faire pareil avec mon téléphone. Et c'est déjà, ça a réduit un peu, parce qu'il y a rien de pire que d'être dans la rue, collé à son téléphone. Oui, Enfin, tu vois, enfin, en plus, moi, j'ai mon chien, donc je me dis, faut un minimum que je sois avec lui, tu bien vois. sûr, oui, oui. Ouais. Bref, plutôt qu'être collé sur son téléphone. Donc déjà, ça réduit un peu. Enfin, Mhm. faut essayer de trouver des petits trucs comme ça, quoi, si on est accro. Et Opal, c'est plutôt pas mal. Je vais la remettre Ouais. dans la description parce que c'est plutôt pas mal comme Ouais, vraiment, je application. recommande. Et enfin, ça aide trop. Et en fait, c'est surtout, tu perds le réflexe de scroller bêtement. Et à Ouais. partir du moment où tu as perdu cette habitude, peut-être comme une personne, après moi je fume pas, mais peut-être comme une personne qui fume, d'avoir ce geste, je pense que c'est là aussi que ça fait le Mm. premier pas dans le fait de se sevrer un petit peu d'une certaine façon du scrollage, en fait. C'est là où on voit que c'est vraiment une addiction, effectivement. Euh, je voulais parler maintenant de YouTube avec toi. On en a un Oui. petit peu parlé, mais comme tu le disais, tu étais une des premières Françaises à aller sur YouTube. Et moi, pour avoir un peu posté sur YouTube, bon, je continue un peu, mais là, bref, je suis pas assidue, mais là, je me souviens que la première fois où j'ai commencé à poster sur YouTube, j'ai vraiment vu une grosse différence dans les retours que j'avais, notamment Mhm. dans la communauté. Qu'est-ce que tu penses de ça, en fait? Toi, par rapport aux réseaux sociaux, par exemple, par rapport à Instagram, Ouais. qu'est-ce que tu dirais, en fait, par rapport à YouTube? En fait, je pense que YouTube aujourd'hui permet un lien plus peut-être plus fluide et plus naturel en fait avec sa communauté que sur des contenus courts. En fait, aujourd'hui, je pense que par exemple, si on va sur Instagram, enfin, je parle que d'Instagram parce que j'utilise plus TikTok maintenant depuis bientôt 2 ans. Mais par exemple, sur Instagram, ça va effectivement soit être des images, soit du contenu court. Et en fait, pour faire du contenu court, il faut parler le plus rapidement possible, il faut trouver une accroche dans les 3 premières secondes. Et donc, je pense aussi que tu peux pas vraiment créer une forme de relation parasociale avec le créateur de contenu. Là où sur YouTube, tu peux te dire, OK, maintenant, je vais passer 40 minutes avec un créateur de contenu. Et certes, on a peut-être maintenant notre façon aussi de consommer différemment YouTube. On va l'écouter en mode podcast, on va dessiner ou faire de la vaisselle à côté. Mais il y a quand même ce truc qu'on passe 40 minutes avec une Mm. personne, par exemple. Et c'est quelque chose qu'on ne fait pas sur les autres applications comme TikTok ou Instagram. Et je pense que c'est ça en fait qui permet aussi de faire un lien avec la communauté. C'est ça qui permet aussi peut-être, moi je pense dans l'illustration, d'expliquer aussi enfin ce qu'il y a derrière nos illustrations, notre démarche derrière les illustrations, chose qui n'est pas possible à faire malheureusement dans des réels parce qu'il faut que ça aille de plus en plus rapidement. Même si je sais que il y a plein d'illustratrices qui sont justement un petit peu à contre-courant de ça, qui vont dessiner dans leur sketchbook, qui vont parler avec une voix off, qui vont avoir peut-être ce ton qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus poétique et qui permet aussi du coup de se poser avec la créatrice. Dans la globalité, moi je vois quand même qu'il faut être rapide en fait sur ces applications et YouTube, ça casse vraiment ça et il y a vraiment eu un changement où moi je me souviens quand je me suis lancée sur YouTube, fallait faire des vidéos courtes
Jamais, je pense, en 2017, on se disait on va regarder une vidéo qui va durer 3 heures. Moi, aujourd'hui, je suis trop contente quand il y a des créateurs de contenu qui font des super vidéos qui vont durer entre 2 à 3 heures. C'est Là, vrai. ouais, je suis en train de monter une vidéo qui, pour le moment, je suis à 40 minutes et je me dis, bon, si ça se trouve, je fais la montée jusqu'à 1 heure et je sais que les gens vont regarder. Et pareil, j'ai déjà fait un studio vlog qui fait 1h05 et il a fait 10 000 vues. Donc, les gens, Ouais. aujourd'hui, ont cette envie peut-être aussi, peut-être un peu de soi comme une forme aussi de rébellion face à tout ce qui va plus vite, de se poser en fait avec quelqu'un. Et c'est ça qui fait aussi que, bah, après, d'un point de vue vraiment marketing, si on va parler comme ça, si on a une boutique en ligne, effectivement, bah, ça aide. Si on veut vendre un service ou un produit, derrière, ça aide parce qu'on voit qui est la personne. Ouais, ça, je suis complètement d'accord. Mais tu vois, en fait, c'est pas du tout intuitif. Enfin, je sais pas comment dire, mais en gros, moi, par exemple, quand je fais des vidéos vlogs sur ma chaîne YouTube, Mm. bah, j'ai été étonnée, tu vois, qu'il y ait un bon accueil et comment dire, ma chaîne, elle a grandi au début. Enfin, je trouve hein, assez Ouais. rapide. Enfin, voilà, après, voilà. Tout est une question de mesure, mais moi j'étais étonnée de la bienveillance, des retours et Mhm. tout que j'ai pu avoir et qui pour moi était bien plus important que sur Instagram, tu vois, pour le même type de contenu, tu vois, le Ouais. contenu un peu vlog comme ça. J'ai l'impression que quand je partage le même genre de contenu en format court, évidemment, sur Instagram, ça captive beaucoup moins, il y a beaucoup moins de retours, évidemment, parce que c'est plus court. Et je me mets à la place de quelqu'un qui poste du contenu sur Instagram et que ça marche pas. Mhm. Je pense que tu peux avoir du mal à te dire oui, mais déjà que ça marche pas sur Instagram en format court, je vais pas me mettre à faire des formats longs qui Oui, vont bien sûr, prendre ouais. des jours. Enfin, tu vois. Et du coup, je voudrais, enfin, je sais pas si t'es d'accord avec ça, mais en fait, ça veut rien dire, quoi. C'est pas la même. Non, ça veut vraiment rien dire aussi parce qu'il faut se mettre à la place du spectateur. En fait, c'est consommé dans deux milieux complètement différents. Le contenu court, tu vas par exemple le regarder, je sais pas moi, dans des transports en commun ou en faisant quelque chose, ou dans ton, enfin j'allais dire dans ton lit. Oui, dans ton lit aussi, tu peux regarder des vidéos YouTube. Sauf que la vidéo YouTube, je pense que c'est plus comme quelque chose où on va se dire, tiens, on se pose, on va mettre l'ordinateur, on va regarder la vidéo YouTube, je vais préparer à manger, je vais me poser devant une vidéo YouTube. Et je pense que c'est ça qui fait que aussi le moyen de consommation est différent, pardon, et donc les retours sont différents et les algorithmes sont différents aussi. Moi, je le vois très souvent et j'en discutais justement avec quelqu'un sous une de mes dernières vidéos. J'ai eu un commentaire justement qui disait que aujourd'hui l'algorithme YouTube met en avant parfois des vidéos qui ont 100 vues. Moi, très souvent, j'ai des studio vlogs qui me sont C'est vrai. suggérés d'illustratrices qui ont fait à peine 100 vues. Et je trouve ça trop bien. Du coup, souvent, je vais juste commenter pour les encourager et dire c'est trop bien, continue et tout. Alors que sur Instagram, c'est beaucoup plus dur, je trouve, lorsque tu n'as pas d'audience de base, C'est vrai. de te retrouver dans le feed des autres personnes. C'est vrai. Mais je crois qu'ils sont en train de changer un petit peu ça quand même. Enfin, il me semble qu'ils Ouais. essayent de prendre en compte l'engagement du post, voilà, s'il fonctionne bien. Mais Oui. c'est vrai que sur YouTube, moi, j'ai effectivement plus de personnes qui viennent enfin, qu'on peut d'abonnés que dans mon Explorer Instagram, pas tant, quoi. Enfin, Mm. quand même, faut bien le dire. Donc bon, ça viendra peut-être. Parce que c'est peut-être un meilleur algorithme, justement, et je pense que les gens préfèrent ça, quoi. Ce que je voulais dire aussi, c'est que, en fait, sur Instagram, il faut aussi avoir des clés pour pouvoir communiquer, vu que c'est un petit peu, enfin, comme je disais avant, c'est une forme de marketing. Il faut que tu arrives à captiver l'attention en 3 secondes Hmm. lors de ton réel. Et c'est pas quelque chose que tout le monde a. Là où, par exemple, on peut avoir une discussion avec un artiste de façon beaucoup plus fluide. Et je pense que c'est d'autres outils que t'es pas forcément obligé d'avoir sur YouTube. Ouais, tu penses que sur YouTube, il n'y a pas forcément des règles qui peuvent faire que enfin, tu captives plus Si, les spectateurs ou des choses si, comme je ça? pense c'est sûr qu'il y a des choses qui fonctionnent mieux. Et même moi, je le vois par rapport à mes titres. Je vais toujours faire des titres qui vont quand même un petit peu attirer l'œil. Mais ça va rester dans un titre. C'est-à-dire que Ok. derrière, je peux faire par exemple un studio vlog où je peux discuter tranquillement pendant 40 minutes. Et je peux aussi me prendre le temps d'expliquer quelque chose là où il faut vraiment scinder au maximum dans les contenus courts. Et peut-être que des gens sont pas bons pour ça. Et c'est normal en fait. C'est pas simple. J'en parlais par exemple ce matin avec du coup mon agente qui m'accompagne sur l'illustration et sur la création de contenu et qui me disait parce que là, je prépare une vidéo critique, justement. Et pour le moment, je suis à 40 minutes de rush. Elle me disait, tu devrais faire un contenu court, en fait, justement, pour teaser un peu la vidéo. Et c'est dur. Je ne sais pas comment résumer Ouais, 40 ouais. minutes en 30 secondes sur Instagram.
Et je sais que je suis mauvaise en fait dans cet exercice, ce qui fait que j'ai pas forcément un taux de rétention sur Instagram. Et c'est Tu quelque peux chose. pas utiliser ChatGPT justement en mettant ton script et lui dire qu'est-ce que je peux Oui, qu'est-ce que je oui, c'est vrai, ouais effectivement, ce genre de truc, ouais. ouais je sais pas, moi aussi il faudrait que je le fasse pour faire des teasings de mes Exact, épisodes ouais. de podcast. Oui, 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 non, mais Mais je c'est vrai. pense pas le faire. Ouais, non, mais c'est clair, c'est carrément une autre façon de voir les choses. Mais en plus de ça, je crois savoir de quoi tu vas parler puisque j'ai vu tes stories tout à l'heure. Oui, c'est Euh, une super féministe et je suis super gentille. Le titre, pour le coup, il va être vraiment aguicheur, mais je suis en mode défendons les femmes. Trop bien. Oui. Je voulais aussi te parler, on a parlé de plein de choses et je pense que ça va être assez long, j'ai pas trop fait gaffe, mais c'est pas grave. Il n'y a aucun Euh, souci, vraiment, j'ai largement le temps. Prends ton ok, temps, j'ai aucun souci. bon trop bien. Tout à l'heure, on a parlé du fait que tu étais transparente dans tes partages, mais tu es aussi vachement transparente et je pense que c'est quelque chose que ta communauté apprécie dans les difficultés du métier Mhm. d'illustrateur ou d'illustratrice. Tu vas même jusqu'à dévoiler parfois des échecs ou des Oui, pannes d'inspiration ou des blocages d'ailleurs. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment apprécié parce que je pense que ça parle à tout le monde et bien sûr, aux ouais. artistes. Est-ce que tu penses que c'est important aussi de partager les choses qui vont pas et à quelle échelle, tu vois, parce que faut pas non plus démoraliser les jeunes qui veulent se lancer, tu vois. Moi, Ouais. je trouve que la balance est pas toujours évidente parce que oui, c'est sûr que tout n'est pas rose et en même temps, il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas se lancer justement parce qu'ils disent ah ça a l'air compliqué. Ouais, je pense que, en fait, je pense que ça dépend le ton qu'on va utiliser sur ce qu'on va dire. Moi, je sais que par exemple, c'est beaucoup apprécié parce que je vais parler plutôt en tant qu'expérience personnelle plutôt que dans une globalité en fait. Où très souvent, je vais dire, moi par exemple, une de mes plus grosses, enfin mes dernières difficultés par exemple, c'est que j'ai été très peu contactée pour des projets d'illustration où je suis rémunérée. Et donc, très souvent, je vais dire, voilà, moi, ma réalité, elle est là, mais je sais que c'est pas la réalité d'autres illustratrices pour qui ça fonctionne vraiment très bien. Et je pense que la nuance, elle est peut-être à apporter ici en disant que on peut peut-être se reconnaître dans mon expérience, mais on peut aussi se reconnaître dans une autre expérience, dans le sens où il faut pas non plus dépeindre une réalité. Enfin, c'est pas tout blanc ou c'est pas tout noir. De la même façon que je sais qu'il y a beaucoup de studio vlogs qui vont beaucoup romantiser cette vie d'artiste, où effectivement des gens vont se dire ah bah tiens peut-être que c'est ça. Si je me lance en fait demain tout va fonctionner de cette façon. Je pense que enfin de toute façon c'est comme tout sur internet la nuance c'est ça qui va permettre de ouais de créer le contact avec l'audience en fait. Et du coup, le fait de romantiser, toi, tu trouves que ça pose problème, en fait, le fait de montrer, de choisir de montrer quelque chose de plus esthétique ou, enfin, Tu pas sais que ça esthétique, fait mais, enfin, ouais. Ça fait 24 heures que je suis à fond dans le script de ma vidéo qui justement parle de ça. Du coup, je peux te faire une dissertation entière à ce sujet. Moi, en fait, personnellement, j'ai pas un souci avec la romantisation dans le sens où je peux comprendre qu'il y a une certaine forme de romantisation parce que c'est un milieu qui est compliqué, en fait. C'est un milieu qui est très compliqué. Et je pense que ça fait du bien, des fois, tu sais, de filmer des choses qui sont positives. Ça fait du bien de se mettre en scène, alors sans forcément mentir, mais de se dire je vais mettre en scène un petit peu mon quotidien parce que à la fin du mois je touche le RSA parce que je n'ai toujours pas de nouvelles missions d'illustration parce que les clients par exemple ne vont pas me payer. Et donc, je peux comprendre que des gens ont cette volonté dans ce stress constant de se dire, je vais me créer une petite boule de douceur sur Internet. Et je comprends aussi qu'il y a des gens très certainement qui romantisent leur vie parce que ils aiment les vidéos esthétiques. Moi, je sais par exemple que quand j'avais commencé ma chaîne YouTube, je faisais des vidéos, alors avant que je parle d'entrepreneuriat et que même je parle sur ma chaîne, qui étaient vraiment très belles parce que j'ai toujours aimé les belles images. Et je pense aussi qu'il y a un truc, c'est qu'il y a beaucoup de créatrices qui sont vraiment dans cette romantisation de la vie d'illustratrice, mais qui sont des créatrices très suivies, ce qui fait que ce sont des créatrices qui font de l'influence et qui ont des très gros contrats et qui peuvent se permettre de, par exemple, faire un placement de produit et après ne plus travailler, entre guillemets, pendant 5 mois. Et donc, forcément, lorsqu'on a une rentrée d'argent qui est aussi importante, on peut se permettre derrière de romantiser la vie d'artiste en dessinant à longueur de journée. Alors, je pense pas que c'est une romantisation. On peut se permettre tout simplement d'avoir une vie romantique. Cette vie de, je vais oui. aller dans le café, je vais dessiner.
parce que on a eu une fois un contrat à 15 000 euros, par exemple. Donc, moi, je peux comprendre et j'ai pas spécialement de problème avec ça. Après, c'est pas le type de contenu que je vais purement regarder parce que je pense que c'est important qu'il y ait, comme je disais avant, qu'il y ait de la nuance, qu'il y ait aussi des contenus un peu plus entrepreneuriaux. Moi, aujourd'hui, ce que je reproche, c'est le fait que, selon moi, c'est que le contenu romantisé qui est mis en avant. J'ai vraiment la sensation aujourd'hui que ce soit dans la sphère francophone comme dans la sphère anglophone américaine, j'ai vraiment cette sensation que on est quand même sur des formats où tout se passe relativement bien, où on va parler très rarement de comptabilité, on va parler très rarement d'échecs entrepreneuriaux. Et pourtant, des vlogs qui vont parler de la réalité, il y en a beaucoup en fait. Mais ils sont pas mis en avant. Ils sont pas mis en avant parce qu'aujourd'hui, je pense que le spectateur n'a pas envie de regarder ça. Je pense qu'aujourd'hui, le spectateur a envie d'avoir accès à un rêve en fait. Et vraiment, ce sujet il me passionne, je peux en parler pendant super longtemps. Je pense que dans l'imaginaire collectif et surtout ma génération, j'ai l'impression la génération après la mienne, on a de moins en moins envie d'avoir un travail classique, un travail conventionnel. On veut être freelance et il y a un vrai rejet en fait du travail en bureau. Donc, voir par exemple une vidéo YouTube d'une freelance qui galère, une vidéo YouTube d'une freelance qui va être toute la journée derrière son ordinateur, ça fait pas rêver. Ça fait beaucoup plus rêver l'illustratrice qui va boire un matcha dans un café et qui va dessiner dans son sketchbook. Et je pense que c'est ça qui fait qu'il y a autant de mise en avant du contenu romantisé. Là où il y a aussi du contenu qui est pas romantisé, mais juste qui passe dans les mailles de l'algorithme en fait. Ouais, après c'est vrai que l'actualité fait aussi qu'on a parfois envie d'aller sur les réseaux sociaux pour s'échapper tout simplement. Oui, enfin, moi je sais que personnellement, je regarde pas trop le contenu des illustratrices. Enfin voilà, c'est pas le contenu que je consomme le plus, mais le contenu que je consomme c'est quand même du contenu positif et mélancolique quand même parce que j'aime bien les trucs un peu nostalgiques et tout, mais ça va pas être des contenus réalistes machin et tout parce que non, j'ai envie de m'échapper de mon quotidien aussi, tu vois. Mais pareil, oui, je peux comprendre. Mais ouais, du coup, c'est logique en fait. Les algorithmes sont faits en fonction des goûts des utilisateurs et si ils ont tendance à rejeter ce genre de contenu, du coup, ils sont moins mis en avant. Mais c'est vrai qu'ils sont utiles aussi. Enfin, bien sûr. C'est hyper utile aussi et c'est pour ça que toutes tes vidéos où tu parles de la réalité du métier, c'est vachement important et ouais. C'est un très long argumentaire, mais ouais, enfin, c'est un sujet qui est passionnant et je pense que, en fait, pour moi, je pense que, par exemple, tu vois, les réseaux sociaux, c'est comme la télé où il y a 10 ans, on pouvait choisir ce qu'on voulait regarder, si on voulait regarder un documentaire ou un film. Et je pense que les contenus des créatrices et créateurs sur Internet, c'est pareil. Des fois, on a envie de regarder quelque chose qui va limite se rapprocher d'une fiction. On sait que la vie de cette personne, même si la personne ne ment pas, parce que sa vie, elle est telle qu'elle est, bah, c'est peut-être 0,1% de la population qui peut se permettre. Et des fois, ça fait du bien. Et des fois, ça fait du bien de voir un studio vlog d'une fille qui s'est cassé la figure avec sa boutique parce qu'on se dit, ah bah tiens, moi aussi, ça m'est arrivé. Et du coup, on veut lui envoyer du soutien, en fait. C'est vrai que dans les deux cas, suivant comment on se sent, ça peut être rafraîchissant aussi. C'est ça, exact. Oui, 100%. Et je pense aussi un truc, et ça pareil, je vais aussi en parler là dans la vidéo que je prépare, faut pas hésiter aussi des fois à se désabonner des personnes dont on peut plus recevoir le contenu. Et ça, c'est quelque chose que moi je fais souvent parce que même si voilà, je suis très heureuse à travers mon taf, bah ça m'arrive d'être jalouse en fait. Et des fois, je vais voir des contenus de filles qui grosso modo vont faire la même chose dans le sens où elles vont faire de l'illustration, de la création de contenu, mais pour qui ça marche mieux. Et j'ai des périodes où je peux pas recevoir parce que je suis jalouse, parce que ça m'énerve, parce que je me dis pourquoi moi je suis pas assez bien et je vais le prendre personnellement. Et en fait, je me désabonne, je bloque quelques temps et lorsque j'ai de nouveau l'espace, ben je reviens vers cette personne. Ouais, je comprends. Ouais, c'est pas forcément évident parce que en plus de ça, tu sais, souvent, enfin, je sais pas. Moi, je sais que parfois, je peux me dire, mais est-ce que c'est ma personnalité, tu vois? Peut-être que je suis pas assez comme ci, pas assez comme ça. Et donc ça, tu vois, ça va plus loin dans juste ma création de contenu. C'est genre carrément, tu peux. Enfin, moi, je me surprends des fois à me dire ça et j'ai conscience que c'est que des réseaux sociaux en fait. Oui. Arrête. Mais c'est plus fort que moi, tu vois. Il y a quand même ce truc de dire, mais quand même, pourquoi moi ça marche pas? Allez. Oui, bien sûr, mais c'est chiant. Oui, tout le monde. Et je pense que tout le monde passe par ça et c'est pour ça que c'est
Les réseaux sociaux, c'est un peu l'amour-haine. Enfin voilà, quand t'as un post qui marche trop bien, t'es là, mais c'est trop trop cool. En Oui, fait, ça y est, j'ai oui, ouais. compris comment ça marche. Et puis après, quand tu fais un flop, t'es oh merde. Mais Mhm. bon, ouais, pas facile. Mais est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de tes collaborations avec les marques? Bien sûr, ouais. Euh, pour savoir un petit peu, par exemple, ce que toi, tu recherches. Alors, je sais pas comment ça se passe. Est-ce que c'est toi qui prospecte ou est-ce que c'est essentiellement des marques qui viennent vers toi déjà? C'est les deux. En fait, vraiment, c'est les deux. Du coup, bah là, par exemple, pour parler de cette période, moi, ma dernière collaboration que j'ai faite avec une marque, alors j'ai un partenariat régulier sur YouTube, mais en dehors de ce partenariat régulier, c'était au mois d'octobre. Donc, depuis le mois d'octobre, j'ai plus de travail en influence. Donc, effectivement, enfin, c'est pas moi qui démarche parce que j'ai quelqu'un qui travaille sur Ouais, cette t'as une agent. partie. Et ouais, et mon agent, du coup, ben, démarche. Et le démarchage, ça fonctionne parfois. Bon, dans la globalité, ça fonctionne pas non plus tout le temps, mais si on a quand même eu des résultats qui étaient très bons, dont notamment, bah, je suis sponsorisée par Squarespace en fait sur YouTube depuis maintenant plus d'un an, et à la base c'était du démarchage, donc c'est 50-50 on va dire. C'est trop bien. Mais du coup, c'est vrai que le démarchage, c'est vrai que moi je dis souvent, ça marche pas tellement, mais Mm, tu plantes des graines en fait et tu te c'est fais ça. connaître, donc c'est pas forcément un Ouais, retour tout de suite de travail. Alors moi, je pars surtout dans l'illustration parce que je fais bien pas sûr. du tout d'influence, mais bon, Mhm. j'imagine que c'est un peu le même principe. Oui, oui, Mais ouais, tu te fais connaître, au moins tu es, je suis là, voilà, si jamais. exact. Et ça peut fonctionner aussi parfois. Euh, et du coup, qu'est-ce que toi tu recherches? Est-ce que tu as des critères, des choses que tu n'as pas envie de faire, des choses vers lesquelles t'aimerais aller à l'avenir? Ouais, en fait, moi, l'influence, ça va vraiment dépendre du réseau. On va dire que sur YouTube, mes partenariats, c'est plus des choses que je fais par obligation avec plein de guillemets, dans le sens où je suis obligée d'avoir des partenariats pour que ma chaîne YouTube soit viable. Donc, généralement, c'est pas que je suis moins regardante. Au contraire, je pense que je suis la personne la plus stricte quand il s'agit des partenariats. Mais on va dire que si, voilà, par exemple, Squarespace, c'est trop bien et tout. Mais c'est vrai que bah, je vais toujours répéter les mêmes choses dans toutes mes vidéos et tout, par exemple. Donc en vrai, ça, par exemple, ça va pas me déranger. Donc je suis peut-être un peu moins regardante par rapport à ça. Mais par exemple, lorsque je vais faire un partenariat qui est illustration et influence, là, pour le coup, j'ai vraiment envie que ce soit quelque chose de créatif. J'ai vraiment envie que ce soit quelque chose où on peut vraiment faire une co-création avec une marque. Et pour le coup, ça, c'est vrai que je vais être peut-être très regardante sur la marque. Je vais être très regardante sur est-ce que ça a du sens aussi. Même si sur YouTube aussi, il faut toujours que c'est du sens en fait, parce que moi, je veux pas non plus promouvoir la surconsommation, par exemple, où j'ai pas forcément envie de promouvoir des services qui n'ont pas de sens. Mais on va dire que la démarche, elle est différente dans le sens où je sens que YouTube, c'est par obligation et que, par exemple, si demain, je peux gagner de l'argent juste avec ma rémunération YouTube, je pense que je laisserai tomber les partenariats. Là où, par exemple, des partenariats d'illustration, même si mon activité fonctionne bien, je continuerai à en faire parce que je trouve qu'il y a un côté beaucoup plus créatif, en fait. Ok, ouais, je comprends. Bah, de toute façon, t'es illustratrice. Enfin, même si t'as toujours été créatrice de Oui, contenu, oui, ta créativité, elle s'exprime à travers enfin, tes illustrations et du coup, tu partages ça dans tes vidéos. Mais j'ai envie, enfin, moi de l'extérieur, enfin, c'est quand même le cœur, je trouve, de tout ce que tu fais, exact. quoi. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de collaborations qui ont été les plus marquantes pour toi, euh, positivement parlant, parce Ouais. qu'on pourrait avoir l'inverse aussi, mais Et d'ailleurs, c'est intéressant, j'ai fait une vidéo où je parlais des collaborations qui se sont pas trop bien passées, alors avec vraiment beaucoup de recul, évidemment, et tout. j'avais vu le truc sur l'alcool. Oui, exactement, Ouais, ouais, c'est ça. très intéressant. Bah, on mettra la vidéo en description Oui, pour que. bah ça, en vrai, c'était pour moi une collaboration marquante dans le sens où, à part le fait que c'était de l'alcool et qu'aujourd'hui j'ai gagné en maturité et je pense que je suis beaucoup plus sensible par rapport à ce sujet de l'alcool. En dehors de ça, c'était une super collaboration parce que graphiquement, j'ai adoré travailler avec C'est trop beau. d'autres artistes. Donc, j'avais fait une collaboration avec Bombay Saphir il y a 5 ans maintenant. Et en fait, on était trois artistes. Il y a eu une fresque qui a été créée, il y a eu un vernissage. Et j'ai adoré en vrai travailler sur ce projet. C'était trop bien et je pense que ouais, ça fait partie de mes projets préférés. C'est juste, bah, pour vite fait parler de ça, c'est juste qu'aujourd'hui, faire la promotion de l'alcool, parce que j'étais aussi rémunérée pour faire des stories,
pour parler un petit peu d'alcool, c'est quelque chose aujourd'hui que je ferais pas quand on connaît les néfastes en fait de l'alcool et que c'est pas quelque chose que j'ai envie de glamouriser. Ils sont hyper forts parce que c'est vrai Ouais. que moi je l'ai vu passer ce projet parce que forcément il y avait toi, il y avait d'autres artistes qui étaient hyper connus aussi, qui ont Ouais. participé à ce projet, donc il a été vraiment bien, enfin, très visible. Et puis c'était chouette quoi, c'était des belles Trop bien. illustrations, Ouais, une ouais. super collab. Et en fait après quand on a parlé, je me suis dit mais ouais mais c'est vrai que c'est un peu vicieux parce que t'as quand même une loi en France qui interdit la Exact. publicité de Ouais. l'alcool et ils ont réussi à contourner ce truc. Et tu te dis, mais ah ouais, c'est bien vu de leur part, mais Mhm. c'est pas cool, quoi, pour les Non, illustrateurs et au final, et pour tout le monde il y a, d'ailleurs. ouais, il y a énormément de marques d'alcool en fait qui travaillent avec des illustrateurs. Et en même temps, je comprends, tu vois, pour le packaging et tout. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc où on peut réussir à dire, je vais te rémunérer pour une story où tu vas montrer le packaging. Donc, inconsciemment, tu vas aussi montrer Hmm. le Les fait que tu produits. consommes de l'alcool, en fait. Et ouais, c'est très compliqué, je trouve, comme milieu. Et du coup, ça m'a beaucoup questionné aussi en me disant, si un jour je suis recontactée par une marque d'alcool, qu'est-ce que je ferais, par exemple? Et c'est ce que je disais que moi, par exemple, je posterais purement sur le packaging où je le Ouais, mettrais dans mon portfolio, je ferais un post Instagram, mais ouais. je ferais plus une story où tu me vois, par exemple, préparer un cocktail ou un truc comme ça, en fait. Et Ouais. c'était intéressant d'avoir aussi fait cette vidéo parce qu'il y a même quelqu'un en commentaire qui me disait, mais est-ce qu'au final, faire un packaging, du coup, faire quelque chose qui donne envie d'acheter, c'est pas d'une certaine façon participer aussi à la promotion de l'alcool? Après, c'est notre métier aussi Et de bien sûr, faire c'est notre métier. des Oui, beaux oui. packaging. Et en plus de ça, c'est vrai que bah la bouteille de Bombay, elle est magnifique. Elle est trop Et belle, oui. il y a des bouteilles comme ça, tu sais, de whisky et tout. C'est hyper beau, Exact. quoi. C'est des bouteilles hyper élégantes, quoi. Donc tu te dis bon, c'est quand même des super projets pour nous. Après, bon. Oui, c'est ça. Oui, oui. Non, je pense qu'en vrai, je ferais purement du packaging et je suis moi-même consommatrice d'alcool aussi. J'ai pas ce discours en étant, par exemple, une personne qui, enfin, en soi, je suis contre l'alcool parce que c'est nul, mais c'est aussi pour dire que c'est une nuance que j'apporte, même en étant moi-même consommatrice d'alcool. Mais en tout cas, ça, c'était un projet qui était vraiment très chouette et c'est un projet qui m'avait beaucoup inspiré et c'était aussi la première fois que je faisais une co-création et c'est la première fois que je faisais un projet qui touchait à autant de supports différents. Et ouais, ça, j'avais énormément aimé, pardon. J'avais beaucoup aimé aussi il y a quelques années, j'avais fait une collaboration avec Soi Paris, qui est une marque de vêtements, et on avait fait deux chemises du coup et une robe en co-création, et ça avait trop bien fonctionné d'ailleurs. Et j'étais trop contente du résultat. Et pareil, c'est la première fois que je faisais de l'habillement. Donc ça, c'est vraiment des très bons souvenirs que j'ai pu avoir. Je me souviens de Soit Paris, ils ont fait des collabs avec des influenceuses, enfin plutôt blogueuses aussi, à Ouais. une époque. Je sais pas s'ils continuent à faire des collabs comme ça avec des artistes. Bah, J'ai pas suivi après. si, il continue toujours encore à faire, ouais, effectivement, avec des artistes, mais je crois en plus de façon quand même assez régulière. Ok, ouais, moi je me suis un petit peu éloignée, j'ai pas suivi. Du coup, pour ceux et celles qui aimeraient, enfin qui nous regardent ou qui nous écoutent et qui aimeraient travailler avec des marques, parce que toi en fait là, toi comme t'as les deux casquettes, t'as la casquette influenceuse et la casquette artiste illustratrice, Ouais, et du coup tout est mélangé, mais il y a quand même la plupart des illustrateurs ne font pas forcément des vidéos YouTube, tu vois. oui. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui voudrait travailler avec des marques, voilà, qui démarre, quel est le conseil vraiment principal que tu lui donnerais? En fait, je pense que ça va déjà dépendre de savoir quel type de mission tu veux avec cette marque. Est-ce que c'est une mission d'influence ou dans ce cas-là, tu vas aussi faire la promotion du produit sur tes réseaux sociaux? Et dans ce cas-là, tu es obligé d'être suivi un minimum, c'est une réalité. Aujourd'hui, on n'est plus obligé d'avoir 50 000 abonnés. Ça a été prouvé même récemment que, par exemple, tout ce qui est micro-influence, donc les personnes qui sont je crois que c'est jusqu'à 10 10 000 000? Ouais, abonnés, je crois que si c'est je dis 10 pas de 000. bêtises, ont justement une des audiences les plus engagées en fait. Et aujourd'hui, même les marques vont de plus en plus se tourner vers ce type d'influenceurs. Donc si déjà toi, tu as un tout petit peu d'audience derrière, tu peux proposer du coup une mission d'influence en fait à une marque. Et enfin, je vais décrire un petit peu plus après. Mais par contre, si par exemple tu veux juste faire de l'illustration, faire purement de l'illustration, c'est complètement possible, même si tu as seulement 100 abonnés en fait. Parce que là, pour le coup, on va vraiment regarder ton portfolio. Quelque chose que je dis très souvent, parce que souvent les gens ne se rendent pas forcément compte de la différence. Parce que moi, je suis contactée pour une mission d'influence.
Je vais reprendre par exemple l'exemple de Squarespace qui va sponsoriser ma vidéo YouTube. Squarespace n'ont pas regardé mon portfolio. Squarespace, ils veulent savoir mes statistiques, ils veulent savoir combien de gens cliquent sur mes vidéos, quelle est mon audience. Et moi, je suis payée par rapport au nombre de clics sur la vidéo, au nombre de vues. Par contre, lorsque je vais travailler avec, je sais pas... Mais alors du coup, attends, je t'arrête juste parce que je sais pas du tout comment ça marche. En fait, ils te payent après? Enfin, comment ça se passe? Non, du coup, c'est un contrat qui est défini. Et en fait, c'est un contrat qui est fait par rapport à mon nombre de vues moyen sur mes vidéos. Et bon, pour le coup, nous, on a un petit peu monté le tarif parce que je suis quand même dans une niche en vrai. Et il y a quand même de fortes chances que ça intéresse, surtout que j'en avais déjà parlé avant même d'être sponsorisée. Donc, les gens savent que c'est un produit que j'utilisais avant que le sponsor vienne, ce qui ajoute un petit truc en plus. Mais du coup, ouais, dans ces genres de cas, l'influence, c'est vraiment selon ce que tu vas apporter à la marque. La marque, elle va te contacter parce qu'elle veut gagner en visibilité sur le projet. C'est pour ça que si, par exemple, tu veux faire une mission d'influence, ce qu'il va falloir faire, c'est contacter la marque, parler de tes statistiques et expliquer le projet et surtout expliquer à la marque ce qu'elle peut gagner, entre guillemets, à travailler avec toi et comment est-ce que vous pouvez faire une co-création ensemble. Alors que l'illustration, c'est un démarchage plus classique où tu vas effectivement expliquer quelles sont tes compétences techniques en illustration. Et lorsque tu fais les deux en même temps, faut juste mélanger en fait les deux demandes, on va dire, en même temps. Ouais, c'est ça, mais c'est bien, enfin c'est chouette que tu aies rappelé le fait que même avec 100 abonnés, tu peux travailler avec n'importe quelle marque dans le cadre d'une commande client classique où il n'y a pas d'influence parce que on me rétorque souvent que j'ai pas d'abonnés donc du coup je pourrais pas travailler et moi je passe ma vie à expliquer aux gens que non, c'est pas le plus important, le nombre d'abonnés, etc. Et malgré que je passe beaucoup de temps à expliquer ça, moi je le vois dans ma communauté, les personnes passent vraiment 3/4 de leur temps à essayer de développer leur compte Instagram. Ouais. Et au lieu de, par exemple, développer leur portfolio, trouver leur style, travailler, dessiner, etc. Et c'est vrai que moi, quand j'ai débuté, c'était en 2010. Bon, ça existait déjà les réseaux. Quoique non, Instagram n'existait pas encore. Non, ou alors très peu. Et c'est vrai que du coup, il y avait pas ce truc-là. Et moi, ce que je te disais, quand j'étais en Australie, je travaillais sur mon portfolio et j'ai fait plein de tests et tout. Et je pense que c'est ça le plus important aussi, voilà, au départ, quoi, pour travailler avec des marques. Ouais, exact. En fait, tout dépend de ce qu'on veut faire. C'est pas qu'il y a une bonne ou une mauvaise option, en fait. C'est juste que, enfin, comme tu dis, c'est deux enjeux qui sont complètement différents. Et donc, effectivement, si tu veux faire de l'influence, c'est peut-être plus important de se consacrer à ton nombre d'abonnés, créer du contenu peut-être court qui te permet de développer. Mais si tu veux faire de l'influence et d'illustration, il va falloir faire les deux. Et si tu fais purement de l'illustration, sois très bon d'un point de vue technique dans ce que tu fais pour que ton profil sorte parmi tous les autres illustrateurs, en fait. Ouais, mais c'est là qu'on voit où tous les profils d'illustrateurs sont hyper différents parce que il y en a qui vont faire que de l'illustration commerciale, d'autres qui vont faire illustration influence, d'autres qui vont faire que de non du coup, du coup c'est plus des illustrateurs, mais qui vont faire qui vont avoir une boutique en ligne et enfin tu vois, c'est voilà, c'est intéressant de voir la diversité aussi dans ce métier quoi. Exact. Peut-être que de l'extérieur, j'ai l'impression que quand on arrive dans l'illustration, on se rend pas compte de toutes les voies qui s'offrent à nous. Et donc, en fait, on pioche un petit peu à droite, à gauche, quoi. Oui, c'est ça, où on va vers les voies qui sont les plus montrées. Par exemple, l'influence. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont effrayés, tu vois, qui se disent « Oh, mais moi, jamais de la vie, je pourrais faire ça. » Et tu dis « Ben non, mais en fait, c'est juste un métier à part. » T'es pas obligé, quoi, ouais. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça aussi, puis j'en parlerai dans ma vidéo, que c'est beaucoup critiqué. Moi, je le vois beaucoup, les gens qui ont ce double statut, illustratrice et influenceuse, sont vachement critiqués, alors qu'en soi, c'est juste un deuxième métier. Tout comme, moi, je sais que l'influence, c'est mon métier qui me permet de payer mes factures. Et si un jour ça s'arrête, j'aurai un autre métier à côté de l'illustration, par exemple. Et je pense que parce que on ne voit que ça, et du coup, ça terrifie les gens. Sauf que vous pouvez avoir plein de métiers différents dans l'illustration ou un métier complètement à part de l'illustration et faire de l'illustration, tout est possible en fait. Ouais, c'est hyper intéressant de voir les choses comme ça. Parce que je suis d'accord avec toi que les influenceurs, de manière générale, illustrateurs ou pas, sont très mal vus. Sont il y a beaucoup ce discours de super, ils sont payés à rien foutre, tu vois. Et je pense que c'est la télé-réalité fait beaucoup de mal aussi à l'influence de manière générale parce que en fait t'as un seul mot pour dire
pour désigner toutes les mêmes personnes, quoi. Alors que Bien il y sûr, a ouais. quand même, c'est pas le même travail, tu vois, Oui, de créer vraiment du contenu. Comme là, toi, t'es en train de faire ta vidéo qui exact. fait déjà 40 minutes avec un script Ouais, et tout. Et enfin voilà, sans vouloir critiquer personne. Enfin, il y a contenu et contenu, quoi. bien sûr, oui, Et oui. c'est pas le même travail non plus, quoi. Et je pense d'autant plus aussi en étant une femme, parce que c'est vraiment péjoratif, l'influenceuse, c'est un peu, tu sais, c'est un peu la fille, un petit peu lapin belge de service. Superficiel, Ouais, c'est ça, ouais. exact. Donc non, effectivement, c'est dommage, alors que je pense qu'il y a une manière de faire de l'influence de façon éthique et d'inspirer les gens et de pousser les gens justement à créer ou à se lancer dans des projets, en fait. Mais carrément, enfin moi je sais que je suis alors à l'époque c'était des blogueuses qui m'ont Mm. énormément inspirée, motivée, enfin tu vois dans le bon sens quoi vraiment et Oui, oui, c'est c'est pareil, ouais. donc c'est moi j'ai évidemment un avis positif là-dessus mais bon après voilà chacun se fait son avis. Oui. Bon je crois qu'on a parlé de plein de choses et c'était très intéressant. Pour terminer, j'ai quelques petites questions à te poser. Quelle est pour toi la chose la plus chouette dans ce métier et quelle est la chose la plus difficile, selon toi? Du coup, dans quel métier? Dans l'influence ou Ah oui, dans la passion? alors. Ah, je dirais dans l'illustration, vu qu'on est quand même sur l'illustration de podcast. Selon moi, la chose qui est la plus chouette, ça va quand même être la diversité des projets. Enfin, comme je disais, je peux avoir un jour où je vais faire une carte de vœux et après, on peut travailler sur du vêtement, par exemple. Et les clients, il y a des clients, j'ai eu très peu de clients, ça s'est mal passé. Dans la globalité, il y a des échanges qui sont quand même très chouettes. Le fait aussi d'avoir des retours sur, bah, c'est pas seulement une chose en fait, c'est plusieurs choses, mais voilà, le fait d'avoir des retours positifs sur ce qu'on crée et d'avoir réussi à donner vie à une idée, c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup. Et la chose que j'aime le moins, c'est ça fait 8 ans que je fais cette activité, ça fait 8 ans que je me bats pour me faire payer. Et c'est dur, c'est toujours encore aussi dur et ça me questionne beaucoup en fait pourquoi la précarisation est encore aussi importante en fait. Tu parles de te faire payer, mais tu veux dire de courir après les factures Non, en ou fait, d'être bien juste payé en termes de d'être bien montant? payé, c'est-à-dire d'avoir des budgets qui sont cohérents, Ok. ou même tout ça, tout simplement d'avoir un budget. Enfin, j'en avais parlé dans une vidéo il y a là pour au mois de décembre, j'ai quand même contacté par une agence en plus d'influenceurs, donc des gens qui ont de l'argent, enfin même que t'en aies pas ou que t'en aies ou pas, faut payer un indépendant, qui m'ont quand même demandé de travailler gratuitement en échange Mmh. de visibilité. Et je trouve ça Ah, c'est je trouve ça incroyable qu'on puisse demander à une un blague. indépendant de travailler gratuitement, en fait. Ouais. Et tu sais que moi, l'autre jour, je suis tombée sur un truc comme ça sur Thread. J'ai cru que c'était une blague, tu sais, genre j'ai cru que c'était un faux truc Ouais, pour. Ah non, c'était un vrai truc. Genre, pareil, on demandait. Je recherche un illustrateur pour travailler gratuitement. Et du coup, oui, elle s'est fait lyncher. Enfin, bah, forcément, oui, bah oui, faut pas faire ça. oui. Ouais, il y a encore des gens qui pensent vraiment qu'on va être trop content de travailler gratuitement. Enfin, c'est. Je sais pas pourquoi dans nos métiers, on nous demande à nous, les dessinateurs et des artistes, de travailler gratuitement alors qu'on ne demanderait pas ça à n'importe qui en fait. C'est ça, exact. Et surtout que je trouve, surtout ces dernières années, on a quand même, et enfin, je dirais pas que c'est à nous d'éduquer les gens, mais je dirais quand même eu un gros travail d'éducation sur les réseaux sociaux. Il y a Ouais. beaucoup de choses qui ont été partagées. Là, par exemple, récemment, il y a ce projet de loi, par exemple, à la TVA à 25 000 euros, que on soit indépendant ou pas. Par exemple, on a vu ça passer. Tout le monde l'a partagé en stories. Donc, il y a vraiment ce truc où on a accès aux informations, on a accès au fait de la difficulté que c'est qu'être un indépendant en France, par exemple. Et c'est ça qui me questionne beaucoup. Pourquoi est-ce que malgré tout, les gens se disent, bah non, cette personne va travailler gratuitement, en fait. Je sais pas. Je pense que c'est le vieux mythe de l'artiste qui vit d'amour et d'eau fraîche, tu sais. Oui, Donc c'est l'artiste sa de la passion, donc société, ouais. forcément il est pas intéressé par l'argent. Mais on a tous des factures à payer, un Ouais, loyer. c'est Enfin ça, bref, exact. hein, c'est Non, voilà. bien sûr. Ok, c'était trop chouette. On est Oui, parti je vais pas trop dans longtemps. trop bien. Alors pour finir, moi j'aime bien demander aux artistes quel serait ton projet de rêve. Ouais. Ah, je sais pas, c'est une bonne question. J'ai l'impression que il y a tellement de projets d'illustration que je n'ai pas fait encore. J'ai vraiment l'impression d'être encore un peu un bébé quand même dans cette activité, dans le sens où il y a tellement. Au final, j'ai fait très peu de projets d'illustration quand j'y pense. J'ai quand même fait beaucoup d'influence. Peut-être parce
que j'arrive à un stade où je me dis, moi, j'accepte plus de bosser pour une demi-journée de travail, c'est fini. Moi, vraiment, par rapport à la rémunération, je sais que ça me ferme beaucoup de portes. Mais du coup, je pourrais être ouverte à plein de projets. Ça peut être, je pense que n'importe quel projet serait un peu un projet de rêve pour moi à l'heure actuelle. Ça pourrait être du packaging, tout comme ça pourrait être à nouveau bosser dans les vêtements. Ça pourrait être bosser sur des énormes surfaces. J'ai l'impression que j'ai encore tellement à faire que vraiment, je suis ouverte pour plein de choses. Et contactez-moi et payez-moi à ma juste valeur, à mon TJM. Trop bien. Et est-ce que tu as un projet qui va sortir là bientôt ou un truc dont tu pourrais nous parler? Alors, tu nous as déjà dit que ta vidéo YouTube allait bientôt sortir, mais... J'ai un projet qui va sortir, mais j'ai pas le droit d'en parler. Alors c'est pas un truc, c'est très chouette. Je suis très contente de le faire. C'est un projet d'illustration pour le coup que j'ai fait pour une marque. Et sinon, j'ai ma boutique qui va réouvrir cette semaine. Je suis un peu en retard, mais il y aura des nouvelles illustrations, il y aura des nouveaux stickers. Et c'est ça un petit peu mon projet à l'heure actuelle. Et pour cette année, je sais pas trop. En vrai. Cette année, c'est plus une année où j'ai envie de prendre soin de ma santé mentale, dans le sens où j'ai beaucoup travaillé l'an passé et je ne sais pas si je mettrai en place un énorme projet. J'ai juste envie de continuer à faire les choses que j'aime. Et peut-être qu'en 2026, je vous annoncerai un gros projet, mais c'est pas prévu pour 2025. Bon, trop chouette. Je te rejoins, je suis un peu dans le même état d'esprit cette année parce que l'an dernier, c'était un peu hardcore aussi. Et c'est bien aussi de se dire, ok, allez, cette année, on fait plus chill. Exactement. Bon, trop cool. Merci pour toutes tes questions, pour ta transparence et ta sincérité. C'était un plaisir et je te dis à très bientôt sur les réseaux. À bientôt et merci encore pour tout, c'était trop bien. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et cet échange autant que moi. Et je sais pas pour vous, mais il y a quelque chose qui a particulièrement résonné en moi dans le discours d'Ectomorph. C'est le fait de dire que la création de contenu en tant qu'illustratrice, c'est un choix, pas une obligation. Que c'est un moyen comme un autre de générer des revenus pour pouvoir foutre un peu la paix à sa créativité et ne pas avoir la pression de créer et de trouver des commandes d'illustration à tout prix. Certains et certaines choisiront la création de contenu, d'autres choisiront de garder leur boulot à mi-temps, d'autres encore feront des formations ou des ateliers, ouvriront une boutique en ligne, et d'autres encore choisiront de se concentrer uniquement sur l'illustration de commandes. Il n'y a pas de règle, et c'est bien pour ça que je répète sans cesse qu'il y a de la place pour tout le monde dans le milieu de l'illustration. Chacun développe le modèle économique qui lui plaît et c'est ok. Merci de nous avoir écoutés, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode d'Illustration de Podcast. D'ici là, prenez bien soin de vous, je vous souhaite une très belle semaine. Bye bye.